We gaan in het volgende panel even uitzoomen naar het internationale niveau en stilstaan bij de uitdagingen die de COVID-pandemie en het bestuur van voedselsystemen op internationaal en regionaal vlak met zich meebrengen. Amaury Gijzelings, beleidsmedewerker voedselsoevereiniteit bij CNCD 1111 en ook coördinator van de Coalitie tegen de Honger, zal het volgende panel modereren. Amaury, aan jou het woord. Merci beaucoup, Suzy. Mais donc voilà, on va commencer cette deuxième session et parler effectivement des défis pressants des systèmes alimentaires et feuille de route pour une gouvernance internationale et régionale cohérente. Question large, donc on ne va pas répondre à tout ça dans le titre avec nos intervenants. On va demander à nos intervenants de nous donner quelques éléments de compréhension, quelques pistes, et on aura une vingtaine de minutes pour en débattre avec vous après et aussi prendre vos contributions. Ça nous semblait primordial de commencer par la question de la gouvernance dans cette matinée sur les systèmes alimentaires durables, car c'est un enjeu qui est vraiment fondamental pour comprendre d'où viennent nos politiques agricoles et alimentaires, car ce sont ces mêmes politiques qui vont avoir un rôle déterminant sur nos systèmes alimentaires. Et alors, pour le dire autrement, mais nous ne pouvons pas comprendre les faiblesses de nos systèmes alimentaires, tels que François en a exposé quelques bribes, que ce soit au niveau nutritionnel, que ce soit au niveau climatique ou même des inégalités de genre, sans comprendre comment sont élaborées ces politiques et surtout quelles sont les faiblesses dans la gouvernance alimentaire actuelle. Alors, pour nous donner quelques éléments de compréhension, nous allons avoir trois interventions. Nous écouterons Thierry Castelot, qui est chargé de plaidoyer chez Oxfam Solidarité. Nous aurons aussi une présentation de Chantal Clément, qui est directrice adjointe chez IPS Food. Mais avant ça, avant de les présenter un petit peu plus en détail et de leur donner la parole, nous avions aussi invité Michael Fakhri, qui est rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Vu qu'on a fait ça finalement en distanciel, il nous a plutôt envoyé un message préenregistré, étant donné les différences de timing. Donc voilà, je vais inviter mes amis de la technique à passer cette vidéo et on se retrouve juste après. Elle dure une petite douzaine de minutes. Thank you everyone for inviting me to be part of this conference. Due to the time difference in the pandemic, I'm unable to participate live or in person. As a UN Special Rapporteur, I'm an independent expert that regularly reports to the Human Rights Council and the General Assembly. My work draws from my own research, but also from my regular conversations with governments, international organizations, other experts, businesses, trade unions, social movements, and advocacy groups. It is my job to be the eyes and the ears for the United Nations and address questions of hunger, famine, and malnutrition from a human rights perspective. I have a very broad mandate from the UN Human Rights Council, so this includes issues regarding food systems and governance. I have been asked today to describe the current situation and challenges, including the impacts of COVID-19 on food systems, the critical issues of governance, what needs to be done, and what are potential pathways to realize the right to adequate food. With today's audience here, I don't want to focus on the statistics of how bad things are. I think you have all read the relevant reports. What matters is what we know. We know that climate change is ravaging the planet. Biodiversity diminishes every day. Hunger is on the rise. Inequality is incessant. Global food systems have been failing most people for a long time, and the COVID-19 pandemic has made a critical situation even worse. The unequal distribution of vaccines is locking in inequalities between and within countries. People are already transforming their food systems in order to adapt and survive. Now is the moment to globally coordinate people's actions towards building equitable and flourishing food systems. And yet, there remains no global response to the current food crisis. I'll discuss today the different missed opportunities and what I learned from them. I will then provide some ideas on what can be done next. There have been several missed opportunities
for national governments to cooperate and work multilaterally, in solidarity to tackle the food crisis triggered by the pandemic. Today, I'll first discuss the Food Systems Summit that was held at the end of December. Second, I'll discuss the results of the Committee on World Food Security's plenary that was held in October. This is the CFS. And then finally, I'll conclude with how to think about the future. So turning now to the Food Systems Summit. This past September, the UN Secretary General convened the UN Food Systems Summit. I was directly involved in the steering committee that coordinated all the different elements of the Food Systems Summit. Unfortunately, I had to spend most of my time explaining and advocating for the right to food and human rights to be a central element of the summit. This was because most of the summit organizers did not care about human rights at all and looked to the corporate sector for solutions. Let me start with what the summit has achieved. It has successfully turned the attention of governments to developing national food plans that could be transformative. The summit preparation process has also attracted thousands of people to share and develop their ideas on how to transform food systems. The summit has unfortunately left many people and governments feeling disappointed and confused. Where we are today with the summit is we have a jumble of ideas, a number of coalitions, and an unclear process on what happens next. Governments played a very minor role in the summit process, and I worry that they may turn over a degree of their sovereign power over to networks of experts and consultants and investors. The summit has created a significant degree of confusion. But what is clear is that the experts and consultants that designed the summit are benefiting. I'm seeing their names and faces in more and more UN events. Most distressingly, the Food Systems Summit did not put the pandemic anywhere on its agenda. After approximately $24 million and 2 years, the UN Food Systems Summit has offered governments nothing substantive to tackle the devastating impact of the COVID-19 pandemic and the food crisis that it triggered. The summit has offered people nothing to help overcome their daily struggles to feed themselves and their families. The Secretary General wanted the summit to really spark governments to transform their national food systems. But by ignoring the pandemic and the food crisis that we are currently in, all the Food Systems Summit ideas were based on a fantasy and not a reality. I believe that how people, businesses, and governments respond to the current food crisis, this will be what transforms our food systems for the future. The key is to make sure that how we respond to the pandemic sets us on a path for a more just and flourishing food system, for more just and flourishing food systems, rather, as soon as possible. Even at the peak of the pandemic, the greatest threat to food security and nutrition was not because food was unavailable. The problem has always been one of access. Many people were not eating or not eating well because they lost their livelihood or home, could not afford to buy good food, and had inadequate social protection. Famine and the risk of famine struck a growing number of communities because of armed conflicts and financial instability. Turning now to the CFS. Soon after the Food Systems Summit, the Committee on World Food Security held its plenary in October. The CFS describes itself as, quote, the foremost inclusive international and intergovernmental platform for all stakeholders to work together to ensure food security and nutrition for all. An informal group of the committed organized itself to direct the CFS to create a COVID-19 task force. This group was made up of some member states, civil society organizations, intergovernmental organizations, and myself. On September 30th, this group held a seminar, and the seminar was co-sponsored by Mali, by the WHO, by the International Labour Organization, by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, and myself, amongst others. It was also supported by the governments of Mexico, Cabo Verde, Senegal, and Spain. What I heard at the seminar was an incredible degree of focus and commitment.
we saw a clear way forward in creating a task force. With the WHO, ILO, Office of the UN High Commissioner for Human Rights, we saw that taking internationally coordinated action is feasible. At the CFS, the current food crisis has been studied and discussed with the right to food and human rights as a key part of the debates. At the CFS plenary, many countries, especially those most devastated by the pandemic, supported the idea of creating a task force. But in the end, a small number of countries unfortunately blocked this initiative at the CFS. This left many of us feeling defeated. If you think about it, fighting the pandemic is not a complicated question. We have vaccines and we know what to do to slow down the spread of the virus. And yet powerful countries are afraid of giving up their power for some of their power for the greater good of humanity. The food crisis is more complicated with more variables, so the political situation is going to be an even tougher challenge. I think the group of committed is now rethinking their next move on how to make sure that the CFS is used to the best of its capacity to help governments and people respond to the food crisis triggered by the pandemic. Right after the disappointing Food Systems Summit and the depressing CFS plenary, I appeared before the UN General Assembly. I am happy to report that the majority of countries decided that a globally coordinated response to the food crisis is the only way forward. They passed a resolution mandating me to focus my next report on COVID-19. This means that over the next 6 months, I will be holding regular sessions, bringing together international organizations, civil society, and potentially governments, and will engage in regular conversation. I'm still working out the details, and by January, I'm hoping to have a clearer picture of my own plan. I invite members of this coalition to be active participants of the COVID-19 consultations. Let me conclude with my theory of change. Reports don't change the world. Even good ideas don't change the world. To me, change happens through new relationships. The consultations around my next report are an opportunity to establish new relationships. I think the way forward is to think about our existing relationships and what our new relationships need to be. What new alliances and new networks of solidarity do we need to create? I'm originally from Lebanon. I'm from a small country that has had to deal with geopolitical problems for a long time. Today, the situation in Lebanon is even worse than it was during the darkest hours of the Civil War. I grew up generally suspicious of foreigners coming to promote human rights, since often they came with alternative motives. I think human rights work best when they stem from the power of social movements. Human rights work when they are able to mobilize people to gain more control over their own lives. More specifically, human rights focus on the relationship between governments and the people. That relationship is key to getting us through this pandemic, to navigate the complexities of the food system. In the end, a government is only as strong as its people. The other relationship that is important is people's relationship to the environment. People are only as strong as the biosphere. It is the knowledge of small-scale farmers, workers, fishers, pastoralists, and indigenous people that ensures that food systems flourish. The purpose of human rights is to ensure that every element of society works to serve and empower those relationships, the government and the people and the environment. Thank you very much. Voilà. J'espère que vous avez pu apprécier cette première contribution, même si elle était préenregistrée, de Michael Fakhri, qui, je rappelle, est rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, aussi professeur de droits de l'homme à l'Université de l'Oregon. La prochaine intervention qu'on va avoir, c'est celle de Thierry Castelot, qui va certainement poursuivre ce qui a été abordé par Michael Fakhri. Thierry Castelot est chargé de plaidoyer depuis 20 ans chez Oxfam Solidarité ici en Belgique. Et déjà avant ça, il était chez Oxfam et chargé de programme Asie du Sud-Est. Il a aussi été coopérant. Et donc, il est une source d'information importante pour nous à la Coalition contre la faim, puisqu'il participe, justement, il suit de près les CSA et
le mécanisme de la société civile. Il a été récemment membre du comité de coordination pour la facilitation de la participation de la société civile de l'Europe de l'Ouest. Et il est encore actuellement, si je ne me trompe pas, facilitateur du groupe de travail gouvernance, toujours au sein de la même institution. Thierry, je vais te laisser la parole et t'inviter à nous parler de la gouvernance internationale, des enjeux alimentaires et surtout des opportunités manquées de transformation. La parole est à toi. Merci Arnaud, bedankt. Goedemorgen iedereen. Ik ga in 2 talen spreken. Ik ga beginnen in het Nederlands en dan doe ik verder in het Frans. En ik ga mijn scherm delen. Ik hoop dat het lukt. Een momentje. Hier gaan we. Is het oké? Ça fonctionne. Ja, dus de vraag is een beetje te kijken naar dieper in te gaan op hetgeen dat Michael Frey juist heeft uitgelegd over de gemiste opportuniteiten voor transformatie en dit vanuit het perspectief van food governance. Presentatie, heel kort voorstelling. Het gaat over, heel kort ga ik toch cijfers geven. We zitten in een systeem, in een systemische crisis. Kijken een beetje naar de analyse en verder ingaan op de analyse van de voedseltop van de Verenigde Naties over voedselsystemen. Kijken ook naar wat de inzet is van governance en een beetje breder gaan en kijken naar wat de gemeenschappelijke eigenschappen zijn van de uitdaging van food governance. Dus een beetje verder gaan dan enkel voedselsystemen om te zien ook naar andere problematieken wat die uitdagingen zijn en dan kijken naar mogelijke oplossingen of voorstellen. Transformatie van voedselsystemen noodzakelijk en dringend. Heel kort, de cijfers kan je lezen, maar honger stijgt. Toegang tot honger is een essentieel probleem. 1 op 3 van de inwoners heeft geen toegang tot gezond voedsel en die cijfers stijgen. Het gaat ook over kwaliteit. Het voedselsysteem werkt niet, maar het is ook verbonden met de andere problemen. Voedselsystemen zijn enorm belangrijk op niveau van klimaat. En voedselsystemen zijn ook enorm belangrijk voor het verlies van biodiversiteit. Verlies van biodiversiteit dat een van de elementen is ook voor de COVID-crisis. Dus we gaan een beetje breder dan voedselsystemen. We kijken ook naar de COVID-crisis en kijken daar naar de impact. De werkstelling, enorme impact op niveau van de werkstelling. We hebben al gesproken over de ongelijkheid van vaccinaties, maar ook ongelijkheid op niveau van de financiële middelen naar relance toe. De schuldenlast is ook enorm en stijgt met de maanden en de minst ontwikkelde landen staan voor de moeilijke keuze om ofwel in te zetten, bijvoorbeeld op sociale bescherming, ofwel, maar dan met het gevolg om hun schuldenlast nog verder te verhogen. Geweld op vrouwen heeft ook enorm toegenomen door de COVID-crisis. Je hebt tenslotte ook heel dringende nood met een sterke stijging van mensen die in nood zijn. Maar ook het laatste aspect is ook om te zeggen dat het niet enkel dringend is, maar dat ook de COVID-crisis langdurige gevolgen zal hebben, onder andere door de stijgende voedselprijzen. En tenslotte wil ik ingaan op nog een beetje een breder plaatje en ingaan op governance. Wat we zien is dat eigenlijk de besluitvorming en de engagementen op internationaal niveau niet worden nageleefd. Honger stijgt sinds 6 jaar en het is 6 jaar dat de Sustainable Development Goals zijn goedgekeurd, maar sindsdien stijgt de honger, desondanks het feit dat binnen die Sustainable Development Goals men streeft naar zero honger.
Hetzelfde kan gezegd worden voor andere doelstellingen van de Agenda 2030, maar ook rond klimaat. Dat hebben we nu juist in Glasgow ook gezien. Men komt er niet. Democratie of democratie en de shrinking civil society space staat ook heel sterk onder druk. Autoritarisme neemt toe, stijgt, mensenrechten staan steeds sterker onder druk. Dus daar ook op niveau van governance staan we voor politieke problemen op niveau van democratische rechten. Maar ook ongelijkheid, men heeft er al over gesproken, niet enkel op niveau van klimaat, maar ook ongelijkheid op niveau van vaccinatie, de patenten. En ik denk dat de minister daar deze morgen nog een duidelijke uitspraak over heeft gemaakt, de ongelijkheid op niveau van de patenten. Dus waar men merkt eigenlijk dat het kortstondige economische nationale belangen eigenlijk voorrang hebben tot het algemeen belang en tot internationale solidariteit. Zelf de oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor een wapenbestand heeft eigenlijk weinig effect gehad. Dus zelf dat is niet mogelijk geweest. Nu, ik wil een beetje dieper ingaan op niveau van de top rond voedselsystemen. En te kijken of dat het een innovatieve benadering geweest is om uit die impasse te geraken. Er zijn duidelijk vooruitgangen geweest. Er is eigenlijk een andere mindset naar voren gekomen op niveau van het benadering van een meer systemische benadering rond voedselsystemen. En dat gebruiken als een referentiekader is denk ik ook een belangrijke vooruitgang. Men kijkt ook een beetje breder dan de Rome-based agencies, FAO of de World Food Programme. Maar men kijkt ook naar andere politieke processen. Dus men probeert uit die silo's te geraken. Ik denk dus aan klimaat, maar COP15 over biodiversiteit. Er wordt ook gesproken over de High-Level Political Forum. Ik kan er ook andere elementen aan toevoegen, ILO, Wereldhandelsorganisatie, etc. Er zijn ook enorm veel diverse initiatieven en voorstellen gebeurd, maar de vraag is dat genoeg? En dan komen we tot elementen van controversies, discussiepunten. Ik wil beginnen met het proces. De top werd beschouwd als een People Summit en we zien dat daar toch belangrijke moeilijkheden geweest zijn. Enerzijds een heel onduidelijke besluitvorming, waar er zijn verschillende structuren opgezet geweest, maar met onduidelijke verantwoordelijkheden, onduidelijke verantwoording in. Er zijn ook moeilijke verbanden gelegd in de tijd waar beslissingen die genomen geweest zijn in die verschillende instanties moeilijk doorcijpelen op niveau van de volgende stappen. Je hebt een pre-summit gehad. De resultaten van die pre-summit zijn moeilijk vertaald geweest. Een heel sterke in de summit zelf, een heel sterke rol van het secretariaat om bepaalde beslissingen te nemen. Dus weinig transparantie. Inclusiviteit van het maatschappelijk middenveld is moeilijk geweest. Het duidelijke maatschappelijk middenveld heeft deelgenomen, maar niet volgens de regels van een autonome organisatie van maatschappelijk middenveld. En er werd ook niet geluisterd naar kritiek van maatschappelijk middenveld om de agenda te bepalen. Vandaar ook dat er verschillende organisaties en belangrijke organisaties, inclusief ook het mechanisme van het maatschappelijk middenveld voor het CFS, heeft niet deelgenomen aan de werking, omdat de basisvoorwaarden van inclusiviteit en participatie niet werden nageleefd. De beïnvloeding van de agro-industrie was heel duidelijk. De opzet van de top werd al bepaald door de World Economic Forum, maar men zag ook dat
binnen de verschillende instanties en structuren van de top heel veel indirecte beïnvloeding is geweest van de agro-industrie op niveau van het narratieve, van de voorstellen, maar ook soms heel duidelijk van te zeggen, bijvoorbeeld rond vleesverwerking en vleesindustrie, bepaalde zaken die er niet zijn doorgekomen omdat men gezegd heeft, men wil niet naar een vermindering van de consumptie van vlees. Dus heel duidelijke invloed van agro-industrie, waar ook het narratieve van de agro-industrie heel sterk naar voren is gekomen. Wetenschap François heeft heel duidelijk ook gezegd, de bepalende rol van de High-Level Panel of Experts, die is nauwelijks aan bod gekomen in de wetenschappelijke ondersteuning van de top. Weinig oog voor van lokale gemeenschappen, inheemse volkeren. Dus weinig betrokkenheid van wetenschappers die betrokken zijn in transformatie, in lokale voedselsystemen, etc. En tenslotte, en daar is al over gepraat, veel verwarring, oneenigheid, onduidelijke beslissingen en onduidelijkheid over de opvolging. Andere controversies, Solution Summit, daar ga ik meer in op de oplossingen. Wat er wel naar voren is gekomen, is dat er bepaalde beslissingen zijn genomen of consensus naar voren komt rond laaghangend fruit. Sorry, ik ga over in het Frans. Donc, au niveau du contenu, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des décisions qui ont été prises, un certain consensus qui se dégage sur des solutions assez faciles. Mais une grande confusion dans les termes. Par exemple, nature-based solutions, c'est quelque chose qui est fortement mis en avant, mais ce n'est pas clair ce que cela signifie. Un petit instant, Thierry. Oui. De mon côté, j'entends du bruit, donc j'invite, je pense que c'est du côté des hôtes et panélistes, de bien éteindre vos micros. Et je te relaisse la parole. Et ce qui ressort également, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions dans la trajectoire de transformation. Et l'élément probablement le plus emblématique, c'est la réaction des États-Unis et de grands pays agroexportateurs de mettre en place une coalition de productivité, de croissance, de productivité durable, explicitement en contradiction, en opposition aux propositions du Green Deal européen, de l'agroécologie, de l'agriculture biologique. Et donc, il y a des contradictions très importantes sur quelle transformation on veut obtenir. Et ces contradictions n'ont pas été discutées au sein du sommet. Il y a évidemment d'autres éléments qui ont été mis en avant, et je vais pas la concentration de pouvoir et l'importance de l'agro-industrie, on en a déjà parlé, mais aussi les aspects du manque d'intégration des rapports de force et des systèmes d'une économie politique dans dans les systèmes alimentaires qui a été totalement négligée. Et enfin, les solutions, plutôt que de travailler sur d'autres systèmes et sur une transformation fondamentale des systèmes alimentaires, entre autres sur base des principes de l'agroécologie, les solutions se sont concentrées principalement sur des solutions technologiques, digitales et d'innovation. Ici, je ne vais pas aller plus loin parce que je vois que le temps avance, mais il y a beaucoup d'éléments qui n'ont donc pas été discutés. Tu peux encore prendre 3 à 5 minutes, hein, Thierry. Oui. Ici, ce que je vais faire, c'est aller un peu plus loin en disant que ces éléments de gouvernance qu'on voit au système, qu'on a vu dans le sommet des systèmes alimentaires, ne sont pas visibles que dans ce secteur-là.
mais on voit aussi qu'au niveau du comité de sécurité alimentaire, on est également confronté aux mêmes enjeux où aujourd'hui, ce comité de sécurité alimentaire a du mal à aller au-delà du business as usual. On n'arrive pas à développer des perspectives normatives qui soutiennent la transformation des systèmes alimentaires, entre autres parce qu'ils sont bloqués par des intérêts principalement des pays agro-exportateurs. On a vu la même chose au niveau de la COP26. Ce n'est pas clair ce qui va arriver au niveau de la COP biodiversité. On voit également qu'au niveau de l'OMC, aussi les aspects d'agriculture et les aspects, entre autres, de brevets sont des aspects de blocage où il y a des confrontations entre les pays riches, les pays agro-exportateurs et les pays en développement. Par contre, il y a certains éléments où il y a des évolutions positives, entre autres au niveau des normes des droits de l'homme avec l'adoption de la déclaration sur les droits des paysans et des personnes travaillant dans les zones rurales, mais également au niveau du comité sur le statut des femmes qui met fortement en avant la nécessité de women's empowerment et de l'égalité de genre. Et je fais aussi référence à l'OIT avec toutes les décisions qui ont été prises au niveau de l'économie sociale et solidaire et de la protection sociale. Aussi, et Michael Fakhri a fait référence à ça, il y a de nombreuses initiatives locales qui sont mises en avant, entre autres en réponse à la pandémie. Mais on voit, et si on regarde au niveau européen, il y a des déclarations d'intention sur le Green Deal européen qui ont du mal à être transposées dans des politiques effectives. Et l'exemple emblématique est l'adoption de la nouvelle politique agricole commune qui ne répond pas à ces déclarations d'intention et des ambitions du Green Deal. Très rapidement, ce sont quelques éléments qui sont, je crois, communs au-delà juste des systèmes alimentaires, mais je crois qu'il y a un déficit démocratique et une fragmentation de gouvernance qui existe par-delà le monde, et c'est des choses auxquelles il faut pouvoir répondre. C'est aussi l'importance de la responsabilité publique pour la défense de l'intérêt commun et la réalisation des droits qui aujourd'hui, on voit, sont de plus en plus relayés au système et au fonctionnement de marché et donc aussi aux intérêts des entreprises. On voit aussi qu'il y a un shift d'une gouvernance démocratique multilatérale vers de plus en plus de partenariats multi-acteurs où finalement les gouvernements se défont de leurs responsabilités et entre autres de la redevabilité qu'ils ont par rapport à leur population. Enfin, il y a le système économique qui doit être remis en question sur le système d'extraction, le système injuste et d'exploitation qui doit être mis en cause mais qui ne l'est pas. Et enfin, il y a tout l'aspect de fairness, d'équité et le principe de leave no one behind et du rôle de l'attention particulière aux personnes marginalisées qui est négligé dans les aspects de gouvernance. Et enfin, dernièrement, l'aspect de financement qui est quelque chose d'essentiel. Et on voit que le financement n'est pas axé, l'exemple de l'agroécologie n'est pas axé vers la transformation, mais toujours axé au niveau du court terme. Alors, ici, il y a trois éléments, et je ne vais pas aller dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais il y a des éléments de gouvernance qui ont été développés au niveau du mécanisme de la société civile, et ces éléments de gouvernance sont autour de trois axes. Le premier axe, c'est une gouvernance pour faire quoi? Et c'est essentiel de pouvoir se poser la question de voir à quoi sert la gouvernance pour pouvoir répondre à ces enjeux.
il y a toute une série d'éléments qui sont importants. Il y a l'agency de l'ensemble des citoyens qui est essentielle, l'approche droit qui évidemment est là, la transformation agroécologique, comme François l'a aussi expliqué, les principes féministes qui sont là aussi pour adresser les rapports de force. Le deuxième élément, le deuxième pilier, c'est une gouvernance basée sur des principes démocratiques, avec les États qui ont une responsabilité essentielle, mais aussi la population qui appelle et qui donne la légitimité au gouvernement et qui nécessite donc une participation effective des ayants droit. Encore une fois, les États qui ont l'obligation de respecter les droits de l'homme et aussi avec leurs obligations extraterritoriales. La gouvernance faite de manière cohérente avec aussi un système de monitoring, d'évaluation et de redevabilité. Et là aussi, on voit que le CFS, le Comité de sécurité alimentaire, est un exemple de gouvernance inclusive, de coordination, de convergence et de cohérence de politique qui doit être renforcée. Et enfin, le troisième pilier, c'est répondre aussi aux enjeux et rectifier les rapports de force qu'il y a et donc de démanteler le rôle important et l'influence de l'agro-industrie. Et ça, c'est par des éléments, il y a des éléments très concrets qui peuvent être mis en avant. C'est d'avoir une régulation antitrust qui n'est pas uniquement basée sur la consommation et l'influence sur les prix, mais aussi sur les droits de l'homme, la transformation durable des systèmes. Il y a tous les systèmes de taxation qui est importante, mais aussi de voir quels sont les instruments qui renforcent la domination et les droits des investisseurs qui doivent aussi être revus, entre autres les droits de propriété intellectuelle et les accords d'investissement. Aussi une nécessité de réguler les nouvelles technologies, la digitalisation qui aujourd'hui reste floue et qui renforce aussi, encore une fois, cette concentration de pouvoir. Et enfin, l'obligation des États, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites à ce niveau-là, l'obligation de rendre les entreprises redevables par rapport à leurs pratiques. Et il y a entre autres tout le travail de vigilance au niveau des droits de l'homme qui sont aujourd'hui très fortement à l'actualité. Et enfin encore, l'orientation des finances publiques. Voilà, donc ça, c'est trois piliers que le mécanisme de la société civile met en avant comme proposition de changer la gouvernance. Et je crois que ça dépasse la gouvernance des systèmes alimentaires, mais je pense que ce sont des principes qui peuvent également être pertinents pour d'autres dossiers où la société civile est impliquée. Merci. Merci beaucoup à toi, Thierry. Tu peux arrêter de partager ton écran. Un tout grand merci. On se rend compte à chaque fois à quel point on donne des missions impossibles à nos invités de résumer autant de choses en aussi peu de temps, mais faisons confiance à l'Assemblée pour te relancer et t'inviter à zoomer sur certains des éléments présentés en utilisant les questions-réponses. Donc, petit rappel, vous avez cet outil en bas de votre écran et c'est vraiment le moment, l'instant. Ça facilitera la tâche de ma collègue Patricia de DBA qui collecte les questions pour les 15 minutes de questions que nous aurons avant la pause café. Donc, posez-les déjà maintenant, comme ça nous permet d'anticiper un petit peu ces questions-là et de mettre de l'ordre. Pour suivre, et tout se suit bien, à chaque fois vous parlez
d'un enjeu, et notre intervenante suivante va zoomer un petit peu là-dessus, parce que tu as entre autres parlé de la politique agricole commune. Ce sont des enjeux qui dépassent les enjeux sud, mais donc on va rester dans le sud et on va aussi parler d'enjeux ici en Europe, en écoutant Chantal Clément, qui est directrice adjointe de IPS Food, dont on parle aussi depuis le début de ce colloque en ligne. Elle est docteure en sciences politiques et ses recherches se concentrent entre autres sur les systèmes alimentaires locaux, la gouvernance et l'agroécologie. Chantal Clément, la parole est à vous pour nous parler de transformation des systèmes alimentaires en Europe et en Afrique. Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes, et bien sûr merci aux organisateurs pour l'invitation. Je pense que les deux interventions précédentes nous ont vraiment donné une très bonne idée des enjeux au niveau mondial pour permettre une transformation de nos systèmes alimentaires. Donc, je voulais donner quelques détails complémentaires sur ces obstacles et les opportunités, bien sûr, de cette transformation, surtout au niveau régional. Et comme l'a dit Amaury, je m'appuierai principalement sur le travail d'IPS Food, qui a été entrepris ces dernières années dans l'Union européenne et en Afrique de l'Ouest surtout. Et je pense que même si on constate évidemment qu'il y a une manière différente dont ces obstacles et ces solutions se posent sur le terrain, on retrouve quand même des généralités qu'on peut faire, des dynamiques qui se reproduisent à l'échelle mondiale, qui nous permettent vraiment de réfléchir à la manière de mieux travailler ensemble surtout et de développer conjointement des solutions cohérentes. On peut passer au prochain slide. Merci. Je voulais très rapidement expliquer peut-être le travail d'IPS Food pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins bien, pour donner, je pense, une meilleure idée de l'origine de nos réflexions et de nos perspectives. Donc, notre travail principal est bien sûr de promouvoir une transition des systèmes alimentaires basée sur une approche systémique de l'alimentation, parce qu'on reconnaît tous, je crois, que ces défis sont complexes et interconnectés, et que la plupart d'entre vous le savent, mais c'est vraiment qu'en examinant l'ensemble du système que nous pouvons vraiment élaborer des solutions efficaces. Et on se concentre également, comme l'a beaucoup parlé Thierry, de ces relations et ces dynamiques de pouvoir pour vraiment mieux comprendre qui est impliqué dans la prise de décision, parce que comme on l'a déjà vu, notamment à travers la controverse de ce sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, mais aussi dans les actions qui manquaient totalement d'ambition à la COP26, on sait que ceux qui ont la voix dominante dans la prise de décision sont en fin de compte ceux qui décideront de l'avenir de nos systèmes. Donc, une partie évidente de notre travail, c'est vraiment de reconnaître cette dynamique et de pouvoir modifier la gouvernance au niveau, à l'échelle locale, régionale et mondiale, au profit de ceux qui ont vraiment été historiquement marginalisés dans la prise de décision. Prochain slide. Et je suppose que nous sommes tous largement d'accord sur la direction à prendre. On a déjà parlé de droit, d'agroécologie, etc. Mais le problème se situe exactement ici. Si on est tous plus ou moins d'accord, qu'est-ce qui maintient ces systèmes alimentaires actuellement en place et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à radicalement changer de cap? Donc, dans le premier rapport d'IPS Food, on avait identifié une série de facteurs qu'on appelle des lock-in en anglais ou des verrous, qui maintiennent les systèmes alimentaires industriels dominants en place au niveau mondial. Et donc, il s'agit ici de vastes obstacles systémiques qui empêchent vraiment cette transition. Et essentiellement, et je crois que François les avait un peu évoqués ce matin, ces verrous nous aident vraiment à comprendre pourquoi les choses n'avancent pas et, plus important encore, de quels outils on aurait besoin pour nous libérer de ces cercles vicieux. Et bien que ces blocages soient mondiaux, ils s'expriment vraiment de manière spécifique dans chaque région, en fonction de la région en question. Mais peut-être pour vous donner quelques exemples de ces verrous, je vais choisir par exemple l'orientation à l'exportation, qui s'exprime surtout en Europe, mais aussi en Afrique de l'Ouest, dans la manière dont les programmes et les stratégies de développement agricole sont élaborés au niveau national et ensuite par les accords internationaux, qui sont souvent structurés pour se concentrer, par exemple, sur des développements de grandes zones agricoles, de monoculture, de culture de rente, qui sont vraiment destinés à l'exportation. Ce qui crée en outre des dépendances de parcours spécifiques, un autre des verrous, par le biais de subventions, de programmes de recherche agricole, du développement des marchés, ce qui enferme vraiment les agriculteurs et les agricultrices dans une manière très spécifique de ce qu'ils peuvent produire, de la manière dont ils peuvent le faire, et surtout des intrants auxquels ils n'ont peut-être pas accès. Et pour justifier ces systèmes agricoles,
On peut, bien sûr, on entend souvent parler, je crois, par les institutions internationales, mais aussi des gouvernements ou même des donateurs, que les populations augmentent dans certaines régions du monde. Et on entend souvent qu'on doit nourrir le monde. Et ce récit est un autre verrou qui façonne vraiment la manière dont on pense et qui nous empêche d'aborder le fait que nous produisons suffisamment de nourriture pour une population croissante, mais que le vrai défi est en fait un problème de distribution et d'accès. Donc, tout ça, je pense, crée ou tout ça façonne la manière dont on a structuré nos systèmes. Mais comme on l'a déjà beaucoup fait allusion, je pense que le plus important, c'est sans doute cette concentration du pouvoir qui est vraiment au cœur des systèmes alimentaires et qui pousse encore cette petite minorité de gens à prendre des décisions pour la majorité des acteurs de nos systèmes. Donc, prochain slide. Donc, une fois qu'on a compris ces verrous, et on ne voit pas grand-chose ici, mais ce qu'on retrouve à l'échelle régionale, c'est mieux comprendre ce qui se passe, parce que je pense que ces grands concepts systémiques qui fondent un paradigme ou une façon de penser sont bien évidemment concrètement vécus au niveau local et au niveau régional. Donc, en reliant ces idées à celles du besoin d'une plus grande participation à la prise de décision et à cette nécessité de rassembler différents types de connaissances, IPES-Food avait lancé un nombre de processus participatifs au niveau régional sur une durée de 3-4 ans, à savoir ce travail qu'on a entrepris en Europe et en Afrique de l'Ouest pour impliquer les citoyens et les organisations de la société civile un peu plus dans cette prise de décision régionale. Et parce qu'il s'agissait de processus développés avec des partenaires régionaux, chacun répondait bien sûr aux besoins du moment et en s'appuyant sur des dynamiques qui étaient déjà en place. Donc en Europe, c'est ce grand diagramme qu'on retrouve à gauche. On a tenu compte des débats sur la PAC, donc sur cette politique agricole commune, et parce qu'il y avait vraiment, je crois en 2016-2017, un vrai moment politique et une possibilité de mobiliser la société civile pour travailler notamment avec la société civile, des organisations d'agriculteurs, de travailleurs, les chercheurs, les décideurs politiques, pour pouvoir faire pression en faveur d'une politique alimentaire commune pour l'Union européenne. Et on va repasser à ça par la suite. Mais en Afrique de l'Ouest, nos partenaires locaux avaient souligné que la situation était différente, que la société civile travaillait encore à se rassembler au niveau régional, malgré l'existence de plateformes nationales très riches, très solides. Et étant donné le manque de crédibilité de l'agroécologie en Afrique de l'Ouest, il y avait un besoin urgent de réorienter les programmes de développement et d'agriculture dans la région. Donc, dans ce cas-là, le processus le plus logique était vraiment de co-créer et de développer un mouvement agroécologique fort et visible au niveau régional qui serait capable d'influencer les cadres agricoles régionaux et nationaux. Prochain slide. Je vais donc survoler ces deux initiatives pour pouvoir parler par la suite de solutions et vraiment entrer dans une vraie discussion avec vous. Mais dans l'Union européenne, donc entre 2016 et 2019, on avait lancé ce processus de 3 ans qui était un processus de recherche et de réflexion pour développer cette politique alimentaire commune pour l'Union européenne. Et le but était de nous permettre simplement de poser différentes questions. Parce que l'élaboration d'une politique alimentaire intégrée, à l'époque, était vraiment pas connue par la plupart des décideurs politiques lorsqu'on avait lancé ce processus. Je pense que François a déjà parlé du problème des politiques sectorielles, mais on avait vraiment donc essayé de faire comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de devoir réformer des politiques spécifiques dans des secteurs particuliers, mais de vraiment les traiter de manière holistique, d'envisager des compromis entre différents secteurs et vraiment de réaligner toutes nos politiques sur de nouveaux objectifs qui allaient vers le durable. Et ensuite, le but était aussi juste de réunir des voix différentes et un public plus large autour de cette même table pour atteindre un objectif commun. Et donc, au cœur de nos collaborations, on a pu identifier ces 5 domaines principaux qui devraient être intégrés pour développer une politique alimentaire commune pour l'Union européenne. Et c'est ces 5 axes qu'on retrouve sur le dessin à droite. Donc, on parle d'accès à la terre et aux ressources, de création de systèmes qui sont résistants au climat, de garantir une alimentation nutritive pour tous, de la mise en place de chaînes d'approvisionnement qui sont plus saines, qui sont plus équitables, plus courtes, et enfin d'améliorer le commerce international au service du développement durable. Donc, 5 grands axes.
Sur ces 5 axes, on avait développé un ensemble de, je crois, 80 propositions politiques concrètes qui étaient réparties entre le court et le long terme et qui couvraient bien sûr tous les secteurs liés à l'alimentation, en traitant aussi de la gouvernance qu'on aurait besoin pour mettre tout ça en place. Et bien sûr, je pense qu'une politique alimentaire commune, on n'a jamais eu l'idée de remplacer les politiques existantes, notamment la PAC, mais vraiment à servir de cadre général auquel toutes les autres politiques devraient se conformer. Et il s'agissait vraiment de montrer le réalignement possible de toutes ces politiques pour tendre vers le développement de systèmes alimentaires durables. Et je crois qu'il était évidemment peu probable que nos 80 et quelques propositions soient reprises telles quelles par les institutions, mais collectivement, je pense qu'on a obtenu des succès notables pour influencer les décisions. Plus important, je pense que c'est cette vision de politique alimentaire commune qu'on avait co-créée a vraiment influencé la création et le développement de la stratégie de la ferme à la fourchette de la Commission, qui est aussi débattue au Parlement européen. Elle a reçu un soutien très large au niveau du Comité économique et social européen, qui continue à faire pression pour la création d'un conseil de politique alimentaire au niveau européen, donc il vise vraiment à changer les structures de gouvernance, et aussi un soutien du Comité des régions de l'Union européenne, qui continue à faire un travail vraiment important aussi pour le travail et l'intégration multi-échelle, parce qu'on parle souvent d'enjeux entre différents secteurs, mais on oublie qu'il faut aussi une intégration du local jusqu'au niveau européen pour vraiment mettre tout ça en place. Et important du côté de la société civile, c'est qu'on a aussi vu la création de cette coalition européenne pour une politique alimentaire, donc en anglais le EU Food Policy Coalition, qui comprend aujourd'hui un grand nombre d'organisations qui continuent vraiment à travailler sur tout un nombre de questions alimentaires. Et je pense qu'on sait qu'on continue à trouver des obstacles. Il y a eu des succès, mais surtout dans la mesure où la stratégie Farm to Fork, bien qu'il s'agisse vraiment d'une politique pionnière, elle reçoit énormément de critiques de la part de grands exploitants agricoles, des agriculteurs conventionnels, de certains grands acteurs du secteur privé. Et ceci influence bien sûr à leur tour certaines DG qui préfèrent travailler toujours en vase clos, en silo, et qui pensent que ces approches plus durables qu'on soutient auraient vraiment des effets négatifs pour l'agriculture européenne, mais vraiment vu d'un point de vue économique assez limité. Donc voici un peu les conclusions de ce processus. On peut passer au prochain slide. Ensuite, dans le cadre de notre travail de collaboration en Afrique de l'Ouest, qui s'est aussi étalé sur 3 ans avec un large éventail d'acteurs, principalement des organisations paysannes, on a vraiment visé ici, comme je l'ai dit, à mettre en lumière l'alternative agroécologique en cherchant surtout à mutualiser les compétences entre partenaires, à renouer ce dialogue intersectoriel, mais aussi vraiment d'engager les organisations paysannes et la société civile dans une dynamique de co-développement de solutions. Et pour le faire, on avait commencé par identifier 8 obstacles à la transition agroécologique spécifiques à la région. Donc, pour le redire, ces obstacles sont susceptibles d'être retrouvés ailleurs, mais on a vraiment cherché à comprendre comment ils se manifestent spécifiquement dans la sous-région et comment ceux-ci, comme on le voit mal sur le slide, découlent vraiment des verrous qu'on retrouve au niveau international. Donc, ces verrous qu'on retrouve sur les dessins sont les verrous globaux. Et dans ce cercle, on retrouve des obstacles spécifiques à l'Afrique de l'Ouest. Et je n'ai pas le temps de tous les aborder aujourd'hui, mais je voulais peut-être insister sur 2 d'entre eux, notamment l'accès aux semences et la reconnaissance politique. Donc d'abord, je pense que les systèmes de semences paysannes, surtout en Afrique de l'Ouest, sont une composante vraiment essentielle de l'agroécologie et de la durabilité qui repose sur la diversité vraiment à tous les niveaux. Et ces systèmes représenteraient jusqu'à 90% des semences utilisées dans certains pays africains. Mais comme on le sait, ces systèmes manquent complètement de reconnaissance juridique et de soutien politique. Et au contraire, on retrouve des initiatives menées par les donateurs, par l'industrie, qui encouragent l'utilisation et la vente de semences commerciales, souvent hybrides, même s'il est souvent démontré que celles-ci ne sont pas particulièrement adaptées au contexte africain et qu'elles ont souvent des effets négatifs sur l'autonomie et la résilience des agriculteurs. Par exemple, je pense qu'on a vu qu'en Afrique de l'Ouest, le programme de semences financé par l'USAID
a doublé la production et l'utilisation de ce genre de semences entre 2012 et 2017. Et donc, bien sûr, les politiques et les programmes développés autour de ce type d'initiative relèguent encore plus les systèmes d'échange de semences à un statut informel, même souvent illégal, qui ne sont pas du tout protégés par la loi. Donc, tout ça conduit bien sûr à une plus grande dépendance de sentiers, à une plus grande concentration de pouvoir et à une définition, comme on l'a déjà dit, très étroite de la façon dont nous comprenons le succès dans le développement agricole. Soit tous ces aspects qui nous enferment vraiment dans une dynamique qu'on essaye de s'éloigner. Et ensuite, pour parler de politique, je pense qu'un autre obstacle qu'on retrouve énormément et que rencontrent les agriculteurs pour exercer leurs droits, pour être autosuffisants, c'est qu'on retrouve des discours politiques contradictoires. Et donc là, je pense qu'on entend de plus en plus de gouvernements ouest-africains, comme bien d'autres, se prononcer en faveur d'un certain type de transition, de l'agroécologie par exemple, dans des textes, dans le discours politique. C'est le cas au Burkina, au Sénégal, au Mali et ailleurs, mais que ces systèmes ne sont pas systématiquement priorisés au niveau politique. Au contraire, le problème qu'on retrouve, c'est qu'il existe des politiques qui promeuvent l'agroécologie ou la protection des droits des agriculteurs, mais qui continuent d'être annoncées en parallèle au développement de pôles de croissance agricole, à des nouveaux accords fonciers avec des investisseurs étrangers ou à des nouvelles subventions pour des intrants synthétiques, chimiques, etc. Donc, vraiment, il y a un manque de financement, de cohérence, de soutien qui décourage complètement les agriculteurs d'adopter des pratiques plus durables parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement assumer tous les risques de sa transition tout seuls. Et donc, si on n'a pas les politiques de soutien, on n'arrive pas à lancer cette transition. Donc, prochain slide. Quand on regarde tout ça dans l'ensemble, qu'est-ce que tout ça a en commun? Je pense que quelle que soit la région en question, on retrouve trois obstacles communs qui se dégagent. Le premier est vraiment, comme on l'a dit, ce manque de politique pour soutenir la transition des systèmes alimentaires. Et on retrouve bien sûr ces dynamiques de pouvoir qui se recréent à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, régional, national, européen ou autre, mais qui découlent vraiment d'un système alimentaire international ou mondial qui est dominé par certains acteurs. Et enfin, vraiment ce besoin de renforcer la collaboration et l'action de la société civile. Donc, pour surmonter ces obstacles, je pense qu'on a tiré une leçon majeure de l'Union européenne et de l'Afrique de l'Ouest, qui a été également reprise dans un nouveau rapport d'IPES qu'on a lancé cette année, qui appelle vraiment à la création d'un mouvement alimentaire visionnaire qui pourrait collaborer pour avancer tous ces problèmes et trouver des solutions sur les 20 prochaines années. Je pense que vraiment le point de levier le plus efficace ou le plus visionnaire serait de développer un mouvement vraiment vocal, visible, unifié, que ce soit, comme je l'ai dit, au niveau local jusqu'au niveau mondial, pour vraiment débloquer une transition des systèmes alimentaires. Et je pense que dans son introduction, Michael Fakhri l'a vraiment dit dans son intervention, c'est vraiment une forte société civile qui va faire changer les choses. Et je pense que c'est ce qu'on a déjà constaté en Europe à travers tout le travail qu'on fait ensemble, cette coalition pour une politique alimentaire, ou en Afrique de l'Ouest, comme on l'a vu depuis la création d'une alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Et je pense que ces initiatives se reposent vraiment sur une vraie collaboration qui est véritablement multi-acteurs et sur la capacité à anticiper les défis qui pourraient se profiler à l'horizon, parce que je pense qu'on est souvent en mode réactif quand on développe des campagnes, mais c'est vraiment l'idée de penser au futur, d'être moins défensif et de penser à ce qui va se profiler pour pouvoir développer des solutions cohérentes et sur le long terme. J'ai déjà parlé de nos succès en Europe, mais en Afrique de l'Ouest, je pense qu'une visibilité constante de ce mouvement agroécologique a vraiment fait ses preuves. Il est par exemple devenu un des interlocuteurs principaux des grandes institutions au niveau national et régional, et c'est une conversation qui vient de commencer, mais qui se poursuivra sur les prochaines années. Mais vraiment, quand on a un mouvement unifié, ça permet vraiment de débloquer les choses. Et donc, avec cette voie unifiée, l'autre solution, c'est qu'on doit vraiment réformer notre gouvernance des systèmes alimentaires et que les décideurs peuvent le faire, comme on l'a dit, en adoptant des politiques alimentaires intégrées qui nous permettraient vraiment d'atteindre nos objectifs et nos engagements
en matière de durabilité, surtout parce qu'on a un temps très limité qui nous reste pour les respecter. Et je pense qu'avec ces bons outils, il est absolument possible de surmonter ces obstacles auxquels on est confronté pour évoluer vers des systèmes plus durables. Et je pense que, comme l'a dit Thierry, on sera inévitablement confronté à des défis encore plus majeurs ou plus importants au cours des prochaines années. On a parlé de numérisation, de digitalisation, on a parlé de prise de pouvoir encore plus concrète de la part de certains acteurs. Et je pense que l'avenir de nos systèmes alimentaires risque vraiment d'être coopté par des acteurs dominants à travers de nouveaux forums de gouvernance, comme ce sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. On le verra aussi peut-être dans les prochaines COP sur le climat, où les discussions sur l'alimentation commencent à vraiment prendre de l'ampleur. Tout ça dans le cadre d'un nouveau type de multipartenariat qui est vraiment dirigé par les grandes entreprises. Et comme on l'a dit, ces mêmes acteurs tentent aussi de définir quel genre de science, quel genre de connaissance est légitime et ce à quoi la gouvernance devrait ressembler à travers ces perspectives. Donc le travail est immense, mais on a des solutions. Donc je pense pour conclure, parce que je sais qu'il nous faut peut-être un petit temps de discussion, il s'agit vraiment une fois de plus de plaider en faveur d'une collaboration qui est vraiment multi-acteurs et multiniveau, qu'il nous faut des alliances restructurées et de plus grandes envergures et qui planifient vraiment sur le long terme, qui peut anticiper les risques, les changements, les perturbations à l'avance, parce qu'il y en a beaucoup. Et peut-être que je vais laisser ça ici, mais j'espère pouvoir en discuter encore plus avec vous et merci de votre attention. Merci beaucoup, Chantal. J'espère que tout le monde a été attentif parce que je pense qu'il y aura plus tard une question, un petit sondage sur les verrous. Je vais prendre le temps qui nous reste. On a encore 10 minutes avant la pause et je vais laisser la parole à ma collègue Patricia pour nous partager une première question, nous dire à qui s'adresse cette question et voilà. Et aussi, du coup, on a encore 10-15 minutes pour répondre à tout ça comme ça. Merci aux intervenants qui répondent aux questions d'en tenir compte. Patricia, la parole est à toi. Donc, bonjour à tout le monde. Une première question est adressée à Madame Bostel et Monsieur Grenade. La question revient sur le Fonds belge de la sécurité alimentaire qui avait été mis en place auparavant et qui a été supprimé malgré comment je dirais, une évaluation qui était plutôt positive par rapport à son impact. Et donc, la question de notre intervenant porte sur le fait de quelle initiative on pourrait mettre en place pour remplacer ce fonds belge de la sécurité alimentaire. Et il amène d'ailleurs une proposition qui serait de travailler sur le nexus urgence-développement, et ce, entre des ONG, peut-être agences onusiennes et voire Enabel. Donc, je ne sais pas. Merci. Mais on va s'arrêter là. On va juste prendre cette question-là et demander à Madame Bostels d'y répondre et aussi à François Grenade en 2-3 minutes, comme ça, chacun, comme ça nous laissera l'opportunité de prendre une deuxième question. Je laisse la parole à Joke Bostels en premier. Ok, merci. Je vais répondre en néerlandais, si c'est bien. Maar inderdaad, het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid was een initiatief dat vroeger bestond en dat afgeschaft is. Ik denk dat hoe dat wij daarmee zijn omgegaan, is inderdaad in het begin van de legislatuur heel goed die aanbevelingen in de evaluatie ook te bestuderen. Een van de belangrijkste aandachtspunten was eigenlijk heel simpel dat het thema moet geïntegreerd worden in de kanalen van, die bestaan in de samenwerkingsprogramma's van de overheid. Ik denk dat dat iets is waar we zeker ambitieus rond zijn. Voedselzekerheid is iets waar de minister absoluut aandacht voor heeft. Het kanaal bestaat, of de manier van werken van het Belgisch Fonds bestaat inderdaad niet meer. Ik denk dat de minister absoluut wel voorstander is van het zoeken naar synergieën en van samenwerking tussen verschillende partners. Het feit, ik denk de tijd van echt in silo's te werken en niet te weten wat de andere
doet in bepaalde regio's en rond een bepaald thema, dat we dat toch echt wel achter ons moeten laten. En ik denk dat ik zie eigenlijk al verschillende opportuniteiten om die samenwerking te versterken. En zeg maar in een soort van Team Belgium aanpak, waar dat ook soms over gesproken wordt, te werken. Bijvoorbeeld specifiek rond het thema is het platform rond landbouw en voedselzekerheid terug opgericht, waar er dialoog met de verschillende actoren wordt georganiseerd, waar er lessen kunnen worden uitgewisseld, waar er die dialoog wel is. En dan op landenniveau zijn er natuurlijk ook de GSK's, waar de NGO's aan deelnemen. En het is ook wel een thema dat de minister zeker aanhaalt in de gesprek met onze multilaterale partners. Van goed mee te geven, wat zijn onze geografische prioriteiten, waar werken we rond en waar doen we dat? En hoe kunnen we elkaar daarin versterken? Dus ik denk dat we daar op die manier zeker wel verder die synergieën willen zoeken. En dan wat betreft de Nexus, denk ik dat zeker gezien het feit dat we als België werken in heel veel fragiele staten, dat zeker een aandachtspunt is dat we daar sterker op moeten inzetten. Bijvoorbeeld tijdens de recente missie naar Burkina Faso heeft de minister daar ook een project bezocht van het Wereldvoedselagentschap en FAO, die daar samenwerkte rond een Nexus met ook een heel inclusief programma waarbij dat intern ons heemden werden betrokken bij landherstel en op die manier dus ook die sociale cohesie werd versterkt. Dat is ook iets waar de minister ook wel op wil inzetten. Dus wel een aantal elementen. Ik laat François aanvullen vanuit de visie van de NGO's. Merci beaucoup, Jocques Bostels. François. Oui, donc en effet, il y a eu une évaluation indépendante après que l'ancien ministre de la Coopération au Développement ait dit que ce mécanisme, donc ce fonds belge, était inefficace. Il y a en effet une évaluation indépendante commandée par la coopération belge qui a montré qu'en fait, elle était tout à fait pertinente à la fois pour coordonner les différentes interventions. Donc l'approche multi-acteurs était vraiment mise en avant et aussi par la façon très intégrée d'essayer de répondre aux défis de la sécurité alimentaire. Donc oui, nous les ONG, on était plutôt favorables à ce système. Il a aujourd'hui disparu. La raison principale, en effet, c'est que c'était un canal parallèle de coopération-développement et il y avait une volonté d'intégration des différents outils pour plus d'efficience. Voilà. Alors, ce qui compte aujourd'hui pour nous, c'est que la question de la sécurité alimentaire soit au centre de la coopération-développement et la question de la transition vers des systèmes alimentaires durables. La manière dont ça se fait, évidemment, c'est positif si on arrive à mettre des outils spécifiques qui travaillent sur la question, mais de manière plus générale, c'est la mise en avant de cet enjeu dans tous les programmes de développement qui est aussi importante. Merci beaucoup François. Et je vais prendre une deuxième question et me retourner vers Suzy qui peut nous partager une deuxième question. Ja, er is ook nog een vraag rond de centrale problematiek van machtsconcentratie in voedselsystemen. Die is gericht enerzijds aan Thierry, die ook al een kort antwoord heeft gestuurd in de chat, en anderzijds aan Joke Bostels. Voor Thierry wordt de vraag gesteld of de voorstellen die opgelijst worden om de regelgeving te bevorderen, of die niet vooral gericht zijn om een aantal uitwassen van machtsconcentratie aan te pakken. En gaat dat voldoende zijn? Moet men ook niet ingrijpen? Bijvoorbeeld het aandeelhouderschap van giganten in de agro-industrie om ze meer onder democratische controle te brengen. En de vraag voor Joke Bostels is of de minister de machtsconcentratie ook ziet als een centraal probleem en welke dan de mogelijke strategieën en oplossingen zijn en welke rol nationale overheden kunnen spelen om die machtsconcentratie aan te passen. Dus misschien eerst het woord even aan Thierry. Ja, bedankt voor de vraag. Ik denk inderdaad de bedoeling is niet van enkel op die uitwassen proberen recht te zetten. Maar als je op niveau van governance en transformatie van voedselsysteem, denk ik dat we op die 3 luiken die ik voorgesteld heb moeten werken. Dus enerzijds transformatie, governance voor een duurzame transformatie van voedselsystemen, met een heleboel elementen die belangrijk zijn en waar dat je waarschijnlijk... En zoals ook als we rond agroecologie werken,
waar de inzet eerder begint op lokaal niveau, waar dat je daar ook een hele andere structuur hebt van machtsrelaties en waar dat je, en dat antwoordt ook voor een stukje op de vraag van Patricia in de chat. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook inzetten op lokale, nationaal is zelf al misschien een beetje hoog gegrepen, maar op lokale veranderingen. Wat we ook gezien hebben op niveau van het antwoord naar de pandemie toe. Waar dat we zien dat lokale initiatieven, al dan niet met overheden, maar met lokale bedrijven, met producenten, consumenten, dat daar eigenlijk heel veel dynamiek is. En waar dat je eigenlijk andere systemen hebt die een ander economisch bestel bevorderen. Die agroecologie ook bevorderen. Agroecologie is ook begonnen met lokale praktijken en dat wordt nu vertaald op eerder politiek niveau, op nationaal en internationaal niveau. Dus het belang van de lokale transformatie is belangrijk. Dus die eerste luik, governance voor transformatie is belangrijk. En die tweede luik is ook die principes van democratisch bestuur. Mensenrechten zijn belangrijk. Ik ga de elementen niet meer herhalen. Dus de 3 pijlers van governance voor transformatie, democratisch bestuur en dan de machtsrelaties aanpakken, die zijn alle 3 noodzakelijk. En ik wil tenslotte misschien even toch ingaan op het belang van België en Europa om dat laatste luik aan te pakken, omdat toch Europa ook een van de belangrijke plaatsen is waar machtsconcentratie heerst. En het schoolvoorbeeld vandaag, het actuele voorbeeld, is de hele problematiek van patentrechten op niveau van het antwoord naar COVID toe. Je merkt dat dit een heikel punt is, ook op Belgisch niveau. En ik verheug mij dat de minister zich daar sterk over uitspreekt. Maar het toont aan dat Europa en België daar zeker iets tegen kan doen en concrete maatregelen moet opnemen. En ik verwijs dan ook naar de initiatieven, wetgevend initiatief op niveau van voorzorgsplicht rond mensenrechten, die ook een hefboom zijn om die machtsrelaties aan te pakken. Merci Thierry. Et je vais laisser la parole à Joko Bosteels. Ja, om aan te vullen. Ik denk dat Thierry het heel duidelijk gestructureerd heeft. Ik denk dat we inderdaad moeten gaan bekijken hoe we vanuit die internationale solidariteit daar ook toe kunnen bijdragen. Ten eerste op het lokale niveau is het natuurlijk, en dat is waar we het meest actief zijn, door die kleinschalige landbouwers net te gaan versterken, door dat middenveld te gaan versterken, want dat is ook wel een belangrijk aandachtspunt binnen het beleid van de minister, die civic space waar Thierry al over sprak. Het middenveld in onze partnerlanden gaan versterken. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Maar anderzijds ook natuurlijk onze rol blijven spelen binnen multilateralisme binnen het CFS. Dat is ook een boodschap die minister Krivits dan tijdens de UN Food System Summit wel heeft meegegeven vanuit België ook. Die belangrijke rol van het CFS. Dus daar zullen wij ook zeker onze rol blijven spelen. En ten derde is er natuurlijk ook die beleidscoherentie, wat een belangrijk aandachtspunt blijft, waar we een actieplan rond wordt gestart, waar we ons natuurlijk bewust moeten zijn van de ingewikkelde staatsstructuur in België en de bevoegdheidsverdeling. Maar neemt niet weg dat dat zeker een belangrijk aandachtspunt blijft, waar dat we ook verder op zullen blijven inzetten. Voilà, dat was heel kort. Merci beaucoup, Joko Bosteels. Merci à toutes les intervenantes et intervenants de ce deuxième échange. Un tout grand merci à Chantal Clément de nous avoir partagé son regard et le regard du HLPE sur ces questions. Et merci aussi à Thierry. Je vois que nos premiers intervenants ont aussi été sollicités. C'est vrai qu'on n'avait pas laissé de session de questions-réponses après les premières interventions, mais je pense
que voilà, on a déjà pu faire le tour de pas mal de questions.